Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle séance de l'Unipop cinéma, art, littérature, musique, etc. Ce soir, on va parler de cinéma. Alors, quand on prépare la saison, vous savez, on essaye de regarder quelles sont les opportunités en termes de sortie de films, bien sûr, mais aussi de reprise de films. C'est vrai qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, je dirais 1 an et demi, la Warner, avec d'autres institutions cinématographiques comme la Cinémathèque ou l'Agence pour le développement régional du cinéma, ont eu l'idée de sortir un ensemble de films américains du début des années 30, de cette période qu'on appelle le pré-code. On va voir de quoi il s'agit, sous l'intitulé Forbidden Hollywood, donc à peu près 11 films rares, restaurés, donc voilà, des découvertes à vous proposer. Donc on s'est dit qu'il fallait, pas forcément qu'on vous présente les 11 films, même si on aurait pu le faire, mais au moins qu'on vous en propose 2, et surtout qu'on intègre ces séances à l'Unipop avec une intervention. Et c'est pour cette raison que nous avons invité Joël Augros, qu'on a le plaisir donc d'accueillir ce soir. Alors, Joël Augros est professeur de cinéma, il a enseigné à 2 pas d'ici, puisqu'il a enseigné à Bordeaux-Montaigne en cinéma, mais aujourd'hui il est à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, donc il enseigne l'industrie du cinéma, l'économie du cinéma, et il a publié, en 2016, il a co-signé Une histoire du cinéma américain, stratégie, révolution et mutation au XXe siècle, donc chez Armand Collin. Alors, il nous a préparé beaucoup d'extraits, donc on est impatient parce que justement on va pouvoir voir des extraits de cette période si plaisante en fait à redécouvrir, puisque c'est la période qui a précédé l'instauration du code ACE, donc le code de la censure du cinéma hollywoodien. Donc il y a une petite période dans l'histoire du cinéma, après l'invention du parlant et avant ce code ACE, où on avait une relative liberté sur les écrans hollywoodiens. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et à vous la parole. Merci, oui. Et avant de commencer à vous montrer des extraits, il va falloir quand même que j'introduise un peu tout ça et que je vous parle d'un certain nombre de choses, et notamment du titre, Forbidden Hollywood, les films de l'ère pré-code. Parce que tout pose question dans ce titre. D'abord, parler d'ère, ça paraît un peu bizarre parce que, grosso modo, c'est entre 1930 et 1934. On pense en général à des ères un peu plus longues. Et encore, tout le monde n'est pas d'accord. Si vous regardez simplement les sites Wikipédia qui parlent de cette période, les Anglais parlent de 29 à 34, les Français de 30 à 34, les Allemands, c'est de la fin des années 20 à 34. Bon, enfin, j'ai pas été voir les langues que je ne connais pas, mais tout le monde n'est pas d'accord non plus sur le bornage. L'ère pré-code aussi, je vais y revenir, ça pose aussi question, parce qu'en réalité, il y a déjà un code. En 1930, je vais essayer de ne pas tomber, il y a déjà un code en 1930, et tous les films sont pré-code avant 1930. Entre 1930 et 1934, ils sont entre 2 codes. Je vais y revenir là-dessus. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis Forbidden Hollywood, ces films ne sont pas du tout interdits. La plupart de ces films sont montrés dans les salles, alors, sauf certains qui effectivement vont être interdits en certains endroits, et ce qui justement pose problème aux majors et aux grandes compagnies de cinéma. Par exemple, Scarface. Alors évidemment, le Scarface de 1932 de Howard Hawks, il est interdit dans l'Ohio, il est interdit dans le Kansas, il est interdit en Virginie, au Maryland, à Seattle, à Détroit. Évidemment, ça c'est un petit peu embêtant quand on a fait un film et qu'on ne peut pas le valoriser, le montrer aux gens et espérer récupérer un petit peu sa mise. Bon. Mais la plupart des films qui sont des films qui sortent de l'époque, alors on verra quelques cas particuliers, mais la plupart des films sont des films qui sont vus, qui sont même des succès,
et donc qui ne sont pas du tout interdits. À la limite, certains vont être interdits à partir de 1934. Mais la pratique de l'exploitation américaine à l'époque n'est pas tellement de ressortir des films. Hein. On présente les films qui viennent d'être faits, et puis les anciens films, en général, ils disparaissent plutôt dans les placards. Bon. Alors, donc, vous voyez, il y a déjà sur le titre, on peut effectivement discuter d'un certain nombre de choses. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a effectivement tout un discours autour de cette période du précode, de ce qu'on va donc appeler le précode ensemble, même si, donc, vous avez bien compris, pour moi, c'est plutôt entre deux codes qu'il faudrait dire. On voit très bien qu'il y a tout un discours, on pourrait faire une sorte d'historiographie de cette période en essayant de voir à quel moment on commence à parler de précode. Quand on regarde les journaux de l'époque, hein, les journaux de 1934-1935, donc au moment où le code ACE va être véritablement appliqué, personne ne parle de films précode pour parler des films d'avant. C'est une notion qui va venir beaucoup plus tard et qui est une notion qui est presque constituée pour faire un genre ou pour constituer un corpus de films, qu'il y ait derrière, de la part de Warner ou d'autres, une certaine volonté marketing et peut-être assez claire derrière. Bon, enfin, voilà. Juste un mot aussi sur cette histoire de précode et de code en général. Il ne faut pas oublier que, de toute façon, que ce soit le code de ces films-là, que ce soit le code ensuite, jusqu'en 1968, où c'est remplacé par une certification et par âge, et même la certification par âge, rien n'est obligatoire. Hein. C'est du domaine des entreprises de production, de distribution, de bien vouloir passer par ces organismes qui leur attribuent le droit, qui leur attribue un code, hein, qui leur attribue le fait d'être passé devant le code, etc., le sceau du code. Mais rien n'oblige, hein, on peut tout à fait sortir un film sans code. Le problème, c'est qu'aucune salle ne va vouloir passer le film, ou alors des salles très spécifiques. Je vous montre simplement, par exemple, l'affiche d'un film. Alors là, c'est tout petit, je vais avoir du mal à trouver. Ah oui, ben ça, c'est... Voilà. Oui, le problème, c'est qu'on a changé d'ordinateur, vous avez vu, et que, bon, les liens sont... Alors, je vais peut-être faire autre chose. L'affiche d'un film qui s'appelle Marijuana, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, un film de Dwayne Esper, qui est un film de 1936, qui est un film sorti sans code, hein, sans être montré au code ACE. Bon. Le problème de ce genre de film, c'est qu'en général, c'était des films qui étaient montrés dans une salle, un soir, 2 soirs, avant que le shérif s'aperçoive que, oh là là, on disait il y avait des images pas très claires dans le film, et donc du coup, après, il y avait une décision du shérif du coin, et le projectionniste était forcé d'aller dans une autre ville. Marijuana, c'est un film, vous voyez, qui montre les dangers de fumer ce genre de choses. Alors, aussi, il faut faire attention à un certain nombre d'écueils importants quand on regarde un peu cette période. Par exemple, les photographies. Cette première photographie là, que je vous avais montrée tout à l'heure de John Blondell, hein, manifestement nu, assis sur une chaise face au public, c'est une photo, en fait, qui n'est pas dans le film. Voilà. Photo de l'ange blanc. Hein. Donc le film que, si j'ai bien compris, vous pouvez voir par la suite. Cette photo qui est la photo qui est reprise sur
tous les sites qui parlent de ce film, qui discutent de ce film. Cette photo, en fait, c'est une photo d'exploitation. Et encore, moi j'ai cherché dans un site qui est magnifique pour ceux qui veulent regarder un petit peu l'histoire du cinéma, qui est un site qui s'appelle Lanterne, où vous avez des milliers de pages de journaux professionnels et de journaux de grand public des années 1890 jusqu'aux années 60, grosso modo, qui sont systématiquement visibles, scannés, on peut faire des recherches là-dessus. Pour Barbara Stanwyck, par exemple, il y a plus de 19 000 pages scannées où il y a son nom qui est cité. Je n'ai pas regardé les 19 000 pages, je suis désolé, mais j'ai quand même regardé systématiquement de 1931, donc juillet 1931, le moment où sort le film, jusqu'à la fin 1936, en me disant bon, que là, a priori, l'exploitation du film était finie dans les salles, et je n'ai retrouvé cette photo nulle part. Donc c'est vraiment une photo, sans doute une photo d'exploitation, mais qui n'est pas reprise par les journaux. Et d'ailleurs, quand on regarde le pressbook qui était sorti par la Warner à l'époque, hein, alors je vous ai mis que 3 pages, il y en a 8 en tout, qui montrent tous les visuels du film qui sont utilisables, qui donnent des articles. Vous ne voyez pas très bien, mais par exemple, sur le tout premier, vous avez Routine Story, et vous voyez que vous commencez à avoir un article, puis vous avez des blancs. En fait, ça permet à l'exploitant, comme ça, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, ça permet à l'exploitant simplement de reprendre l'article et de mettre le nom de sa salle. Et il a un article tout prêt, tout calé à mettre dans les journaux locaux pour défendre son film. Sur ces 8 pages, cette photo de Barbara Stanwyck qui remet sa jarretière, elle ne figure pas non plus. Donc c'est une photo, je ne dis pas que cette photo, évidemment, elle a été faite à l'époque et elle a servi sans doute dans certains halls de cinéma, mais en tout cas, on ne s'appuie pas sur cette photo-là à l'époque pour faire la promotion du film. Alors que de nos jours, c'est presque l'image de ce film, en tout cas sur tous les sites, par exemple, qui parlent de ce film dans la presse. Autre chose, c'est la question des versions. Là aussi, dans le Forbidden Hollywood, hein, dans le programme donc, concocté par la Warner, entre autres, avec d'ailleurs essentiellement des films Warner, quelques films MGM aussi. Dans ce programme, par exemple, le film Babyface, Liliane en français, hein, Babyface, donc de Alfred Green, qui est un film de 1933. La version qui est diffusée de nos jours, en fait, provient d'une copie qui a été retrouvée en 2004 et qui est une copie qui avait servi, qui était la copie initiale, qui avait été présentée aux diverses instances de censure, et je reviendrai après sur quelles sont ces instances à l'époque, aux diverses instances de censure, et qui n'avait pas été reprise. C'est-à-dire qu'on avait dit aux producteurs, à la Warner en l'occurrence, on leur avait dit non, ça et ça ne passe pas. Hein. Et donc, cette copie, en fait, elle n'a jamais été vue à l'époque, sauf peut-être par quelques gens qui travaillaient à la Warner, mais sinon personne ne l'a vue à l'époque. Donc quand on réfléchit à ce que c'est que ce cinéma de l'époque, c'est pas cette version-là qu'il faudrait regarder, c'est la version diffusée à l'époque, pour savoir effectivement ce que les gens voyaient. Hein. Alors je vais vous montrer un extrait d'ailleurs de ce film, et c'est un extrait intéressant. Alors ça raconte l'histoire, c'est Barbara Stanwyck. Hein. Barbara Stanwyck, John Blondell, c'est vraiment les grandes vedettes féminines de l'époque. Barbara Stanwyck joue une jeune femme qui travaille dans le speakeasy, c'est-à-dire le bar clandestin de son père. Son père est un infâme salaud qui vend sa fille à un politicien local. Hein.
pour 20 $, et il a le droit de passer la nuit avec sa fille. Donc elle le jette quand même. Et elle va ensuite partir à la ville. Et à la ville, en fait, elle va coucher avec d'abord le petit employé, puis va monter en grade comme ça, en séduisant petit à petit tout le monde, jusqu'à finalement épouser le patron de la banque après quelques péripéties. Donc c'est évidemment un film qui, pour les ligues de vertu, pour la morale, pose quand même un problème important, vous comprenez bien. Et l'extrait que je vais vous montrer, il y a deux problèmes qui vont se poser. Et qui font d'ailleurs que l'extrait que je vous montre, qui est de 2004, enfin, de la copie retrouvée en 2004, n'est pas dans la copie initiale. Première partie de cet extrait, vous allez voir, il y a toute une discussion avec un cordonnier, qui est un cordonnier nietzschéen, qui lui conseille d'aller à la ville. Et là, il y a eu toute une discussion à l'époque entre les producteurs et puis les instances de régulation, si vous voulez, toute une discussion sur savoir qu'est-ce que pouvait dire ce personnage. Et donc avec un texte qui a été atténué, et grosso modo, dans la version qui est diffusée à l'époque, au lieu de lui dire cocotte, sois nietzschéenne, sois forte et vas-y, sers-toi de tes armes et séduis les hommes pour te venger de ce qu'ils t'ont fait, ça va être au contraire un discours qui est un discours moralisateur, qui est tu vas à la ville, mais attention à ce qui peut t'arriver à la ville. Et puis dans la continuité de cette scène, vous la voyez qui va prendre le train, évidemment comme les hobos, comme les vagabonds du rail aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il ne va pas payer, elle va monter dans un wagon vide avec son ami, qu'elle défend d'ailleurs au début du film, qui est noir, qui après sera quand même plus ou moins sa bonne, mais elle est quand même présentée comme son amie. Elles vont donc dans le wagon, elles sont repérées par un convoyeur. Vous allez voir, cette scène, elle va être supprimée dans la version finale et vous comprendrez aisément pourquoi elle est supprimée dans la version qui sera diffusée donc, en 1933. On peut lancer donc le premier extrait. Merci. Vous avez noté l'accent allemand quand même du cordonnier qui lit Nietzsche. Et c'est surtout ce plan-là des gants qui tombent et de la lampe qu'on éteint qui avait posé problème au censeur qui avait demandé à ce que ce soit enlevé. Autre point sur lequel je voulais peut-être insister aussi, c'est notre lecture des films. Il faut faire attention aussi à notre lecture des films. Alors pour ceux qui ont assisté, par exemple, on en parlait justement tout à l'heure, pour ceux qui ont assisté à la Belle de Saïgon, vous avez pu voir quand même que la façon dont on traitait des coulis, ou en tout cas dont on ne traitait pas des coulis, du problème des coulis, ils sont là. Bon, c'est très, très années 30, on est dans l'idéologie de l'époque. Voilà. Pareil, sur ces films-là, il faut faire attention. Par exemple, dans Scarface, donc le Scarface de 1932, c'est la violence qui a été l'élément qui a, dans certains endroits, empêché que le film soit diffusé. C'est absolument pas les aspects plus ou moins incestueux de la relation entre Scarface et sa sœur.
la lecture de cette relation incestueuse comme étant quelque chose de scandaleux et que les films du pré-code auraient été très en avance parce qu'on montre ça malgré tout, c'est une lecture de nous, de nos jours. Hein. À l'époque, c'est pratiquement pas repéré et pas vu et pas commenté. Voilà. Autre point pour faire attention à toutes ces choses, c'est bien aussi, alors je vous parlais tout à l'heure du site Lanterne, le site Lanterne aussi, ça permet de regarder les journaux de l'époque. Et moi, j'ai été intéressé par... alors je vais vous dévoiler un bout du film de tout à l'heure, L'Ange Blanc. Vous voyez, on voit donc on la voit pas remettre sa jarretière, Barbara Stanwyck, mais on voit John Blondell là en petite tenue. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est justement de regarder dans les journaux de l'époque et de voir que grosso modo, les publicités qui sont faites à l'époque, la publicité pour une ligne de sous-vêtements, de sous-vêtements, qu'on est dans le même registre. Hein, on n'est pas plus ou moins pudibond, on est à peu près dans le même registre que ce qui est la publicité de l'époque. Enfin, remarque générale sur la censure. C'est évidemment amusant de penser que les censeurs sont des abrutis, que les censeurs ne voient pas, qu'il y a parfois des réalisateurs intelligents qui réussissent à glisser des allusions que les censeurs n'ont pas vues. Il faut se méfier de ce genre de choses. Les censeurs, c'est des gens qui voient plus de films que nous. Peut-être pas que François Aimé, dont c'est le métier, mais ils voient des films tout le temps et ils savent parfaitement ce que c'est que le cinéma, même s'ils ne le savaient pas au début, ils l'ont appris. Et il y a les deux sœurs, je cherche leur prénom parce que je l'oublie toujours, Clara et Julia Kuperberg, qui font des films, des documentaires sur Hollywood, en ont fait un récemment sur la censure à Hollywood. Récemment, je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont fait. C'est intéressant parce qu'il y a dans ce documentaire, il y a un historien du cinéma qui s'appelle Thomas Doherty, qui raconte que... alors c'est un petit peu plus tard, hein, mais c'est pour vous parler justement de ce que sont les censeurs. Le bureau Breen, donc, qui s'occupe de la censure après 1934, qui écrit au producteur, là c'était en l'occurrence c'était Zanuck, pour lui dire envoyez-nous une photo de tel costume qui est dans le film que vous préparez, tel costume féminin. Mais vous nous envoyez une photo prise de haut, parce que nous savons que c'est l'angle de prise de vue que vous allez choisir. Donc ils savent exactement, même avant, hein, à la lecture du scénario, à la lecture des images, ils savent ce que le producteur, le réalisateur va prendre comme type de prise de vue, comme type d'angle de caméra, et on les a pas là-dessus. Hein, vous voyez, donc ils sont pas idiots du tout. Et puis les spectateurs de l'époque, ils sont pas idiots non plus, ils sont pas plus bêtes que nous, et les allusions, ils les comprennent aussi. Et même y compris, ils comprennent des allusions que nous ne comprenons plus parce que c'est plus notre environnement culturel. Donc c'est aussi quelque chose... Alors, n'ayez pas peur, je vais vous montrer des extraits après. Mais je continue un peu sur la période, en quelque sorte. Sur la période historique elle-même, on est dans une période assez spéciale. D'abord, il ne faut pas oublier que le cinéma est encore jeune et qui s'est développé extrêmement rapidement. Pensez que les premières salles vraiment permanentes aux États-Unis, c'est 1905, les Nickelodeon. Au milieu des années 20, on est déjà en train de faire des movie palaces. Et en France, on transforme l'hippodrome
de la place de Clichy en Gaumont Palace dès 1911. Donc ça va extrêmement vite de passer d'un loisir pour plutôt les masses populaires des villes, et notamment des villes industrielles, à un entertainment, à quelque chose qui touche l'ensemble de la population américaine, avec évidemment des types de salles qui vont être différenciés par rapport aux revenus. On est dans la fin de la Première Guerre mondiale encore. On est encore toutes les années 20 sur ce qu'on a appelé les Roaring Twenties, hein, les fantastiques années 20, si on prend le titre de la traduction du film dans le Roaring Twenties de Raoul Walsh qui date de 1939. C'est les années du jazz, de la prohibition, de l'amusement. C'est aussi les années du développement de cette figure qu'on va appeler en France la garçonne, que les Américains appellent la flapper. Hein. Là, c'est un film, alors qui est un film de 1920, mais un film avec Olive Thomas, qui est un des exemples de cette figure féminine. Figure féminine qui est effectivement la garçonne délurée, qui fume, qui conduit, etc., mais surtout qui a dès 1920 aux États-Unis le droit de vote. Et donc, un mouvement de libération de la femme qui passe aussi par les droits politiques, par la professionnalisation. Il ne faut pas oublier que jusqu'au parlant, et même un petit peu au-delà, et parmi d'ailleurs les films qui sont dans ce programme Forbidden Hollywood, il y a beaucoup de films qui sont scénarisés par des femmes. Certains, alors pas ceux-là, mais les réalisatrices femmes, il y en a encore beaucoup à Hollywood, donc c'est aussi un milieu qui est féminisé. Et puis, dans cette période aussi, je finis là, peut-être pas là-dessus, mais ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est les chiffres de fréquentation hebdomadaire du cinéma américain de 1930 à 2000, qui a été compilé par une collègue américaine. Pourquoi ça commence qu'à 1930 ? C'est parce qu'avant 1930, on n'a pas des statistiques, on n'a pas des éléments suffisamment probants pour être certain des chiffres. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette période dont on parle, 1930-1934, vous voyez, c'est une période de déclin très, très fort de la fréquentation. Et que finalement, la fréquentation repart au moment où, d'après la Vulgate, le code se met vraiment en place en 1934. Alors, évidemment, il y a d'autres raisons, et notamment les raisons économiques. Hein, c'est la conséquence de la crise de 29. La crise de 29, les salles ont essayé d'y répondre en en introduisant, par exemple, le loto dans les salles, en introduisant, on pouvait gagner en tirage à une loterie, on pouvait gagner de la vaisselle, par exemple. Et puis on a commencé à introduire le double programme. Et puis bon. Et certains disent que justement, c'est à ce moment-là qu'on essaye aussi d'attirer le public par des films un peu plus aigrillards, un peu plus violents, qui seraient justement ces films du Nouvel Hollywood. Force est de constater quand même que si c'est ça la raison, ça n'a pas vraiment marché. Parce que la fréquentation a continué à baisser. Donc, bon, on pourra y revenir, si vous voulez, là-dessus, sur ce point-là. En 1929, on est à 90 millions de spectateurs par semaine. On va tomber en 1933 à 28 millions d'entrées par semaine. Sur au moins une période de 1933. Alors, dernier point de mise en place, mais j'y reviendrai après, si vous voulez. Enfin, deux derniers points de mise en place.
on va commencer par le deuxième plutôt que par le premier. C'est la période des scandales à Hollywood. Alors, je vous ai mis quelques exemples de personnages qui symbolisent ces questions de scandale. Évidemment, l'affaire Fatty Arbuckle, qui est accusé d'avoir violé et assassiné une jeune actrice. Il va être blanchi, mais sa carrière en va être complètement arrêtée. William Desmond Taylor, qui est tué dans son bungalow, mais on retrouve des lettres compromettantes d'actrices, on parle de sexe, de drogue, etc. Wallace Reid, qui meurt dans un hôpital privé, privé de drogue, mais il meurt d'abus de drogue. Barbara Lamar, qui meurt d'une overdose de cocaïne. Et puis cette Olive Thomas, qui jouait la Flapper Girl, là, que je vous ai montré tout à l'heure sur l'affiche du film qui s'appelle La Gamine en français. Olive Thomas, qui elle-même meurt à Neuilly-sur-Seine, qui meurt d'avoir avalé les médicaments anti-syphilis de son mari. Et même pendant le tournage de La Belle de Saïgon, hein, aussi un scandale qui a failli faire que Jean Harlow finalement ne restait pas dans le film. Son mari, qui elle est mariée depuis 3 mois seulement, meurt au moment où il y a le tournage. Et là aussi, il y a des rumeurs qui circulent. Et du coup, Louis B. Mayer, le patron de la MGM, puisque c'est un film MGM, le patron de la MGM hésite à la garder, à retourner les scènes où elle a déjà tourné pour éventuellement éviter le scandale. Puis finalement, il la garde et peut-être justement pour profiter du scandale. Enfin bon, on ne saura pas ce que l'idée de Meyer derrière. En tout cas, Hollywood, ça devient Sodome et Gomorrhe dans beaucoup de journaux. Hein. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Alors, faire quoi? Justement, on a commencé à faire des choses. Et ça depuis assez longtemps, en fait, puisque dès 1907-1909, à New York, à Chicago, il commence à y avoir des commissions de censure. On commence à se poser la question de ce cinéma qui est montré à tout ce vaste public-là. Qu'est-ce qu'on peut laisser faire? Qu'est-ce qu'on peut montrer ou pas montrer? À New York, par exemple, au début 1909, se met en place ce qui s'appelle à l'époque le New York Board of Motion Picture Censorship, qui va changer plusieurs fois de nom et qui va ensuite s'appeler le National Board of Review. Je vais vous montrer dans le début d'un film, par exemple, que les films sont passés par le National Board of Review. Cet organisme est un organisme qui, au départ, constitué d'universitaires, quelques hommes politiques, et qui est là, se donne pour mission de juger des films. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont assez vite abandonner le terme de censorship, de censure qui est dans leur titre initial. Ils vont le faire tomber. Et leur idée, c'est on est là pour mesurer la qualité des films et pour conseiller le public sur la qualité des films. Et d'ailleurs, pardon, je parle trop près du micro, d'autres organismes vont assez vite se créer aussi dans cette même optique. Je ne vais pas retrouver les noms, mais voilà, si. Par exemple, le National Committee for Better Film, le Comité national pour des meilleurs films, le Committee
on exceptional photoplays, c'est-à-dire le comité qui détermine les films exceptionnels. Un photoplay, c'est un synonyme de film. Un National Committee for Young People, donc pour conseiller les jeunes gens, etc. Il y a comme ça toute une série d'organismes qui vont se créer. Donc plutôt sur du conseil, vous voyez. À côté de ces organismes, il va y avoir des commissions de censure qui vont se créer. Des commissions de censure, alors qui sont cette fois-ci établies par des États ou par des villes. En 1929, il y a en tout à peu près la moitié du territoire qui est soumis à des commissions de censure, 300 villes, et ça correspond à 60% du chiffre d'affaires des majors, des grandes compagnies. Donc, il y a ces commissions de censure, par contre, c'est vraiment de la censure. C'est-à-dire que on va dire tel film ne peut pas passer. Ou telle scène de tel film ne peut pas passer. La grande difficulté pour les majors alors, c'est que ces commissions de censure ne sont pas d'accord sur ce qu'elles veulent censurer. L'Ohio, par exemple, est plutôt une commission qui s'intéresse aux questions sexuelles. Dans le Kansas, c'est surtout le fait que les femmes fument qui les embête. Dans les États du Sud, on va plutôt s'intéresser à la question des relations, des problèmes raciaux. À Chicago, ça va être plutôt sur les questions de criminalité qu'on va se poser. Donc voilà, le problème, donc, c'est pour les majors, c'est faire des films, ne pas savoir comment on va les sortir, parce que en fonction des commissions de censure, on va avoir des censures différentes. On va même jusqu'à aller pendant un temps, et c'est notamment vrai à partir de 32-33, on va aller jusqu'à faire des cover shots, c'est-à-dire de faire des tournages en plus parce qu'on sait que dans tel état, ça passera pas. Donc, on prévoit une scène alternative, en quelque sorte. Ce que d'ailleurs fera le cinéma américain dans les années 50, quand ils feront des scènes tournées spécialement pour la télé, parce qu'ils savent qu'un certain nombre d'images qui passent au cinéma ne passeront pas à la télé, par exemple. Donc, c'est quelque chose. Mais le problème, c'est que ça coûte cher. Finalement, cette idée-là que je vous ai dit tout à l'heure, de cette copie de films retrouvés en 2004, tout ce qui n'a pas été montré au public, ça a quand même été tourné, ça a quand même coûté des journées de tournage, des salaires, etc. Et tout ça, c'est perdu, quoi. Donc les majors sont fort embêtés là-dessus. Et donc on va arriver à ce que M. Hayes donc apparaisse. M. Hayes ici dans le bureau où il travaille. Je vous rappelle que Hayes, c'est un homme politique d'importance. Pour vous donner une idée, imaginez qu'on fasse un... Bon, il y en a évidemment mais qu'il y ait un organisme de lobbying du cinéma français qui se mette en place et qu'on nomme à sa direction Fillon, Cazeneuve, Sarkozy, pourquoi pas, vous voyez. D'ailleurs, c'est un homme politique d'importance. C'est lui qui a fait élire le président Harding. C'est pas un haut fonctionnaire qu'on a ramassé comme ça. Bon. Et d'ailleurs, tous les dirigeants de la MPPDA, puis de la MPA, qui s'appelle maintenant la MPA, tous les hauts dirigeants de cette association qui est l'association des grandes majors du cinéma américain, tous ces hauts dirigeants ont toujours été des hommes politiques d'importance. Donc on le fait venir, et il a comme mission, d'abord
d'aplanir les différends avec Washington, mais surtout de régler cette question de la censure, de l'acceptabilité des films, etc. Et donc, toute la difficulté, ça va être ça, et c'est la difficulté aussi à la lecture de cette période qu'on a maintenant, c'est de comprendre que, en même temps, il y a donc ces organismes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont des organismes un peu autoproclamés finalement, hein, comme le National Board of Review, qui voient les films et qui en donnent des appréciations, qu'on a ces commissions de censure dans certains États et certaines villes, et puis qu'on a les premières tentatives donc, de la MPPDA, donc de l'association du syndicat des majors, qui va être présidée par Hayes, et ces premières tentatives pour un petit peu mettre en place un système qui fonctionne. Et finalement, en réalité, donc, dans cette période qu'on appelle le pré-code, la question, c'est qu'on est en fait entre ces trois instances et que Hayes, notamment, n'a pas réussi encore, en quelque sorte, à prendre le pas sur les autres institutions. Ça reste encore assez disparate. Et donc, il y a des possibilités, en quelque sorte, parfois, de court-circuiter ces institutions. Donc, dès 1921, en fait, il va y avoir en place une liste de 13 points de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire dans le cinéma. En 24, il y a une formule qui est mise en place par Hayes. En 1930, c'est le code qui est publié. Le code, il est publié en 1930. En 1934, c'est une série d'explications du code. Mais le code va continuer à être périodiquement révisé. Il est révisé ensuite en 1939, en 1949, en 1958, avant de se déliter sur la fin de la période. Donc il y a toujours un travail sur le code qui est perpétuellement refait pour le mettre en place. Donc code, autocensure de la profession, ça c'est... Bon, je ne résiste pas quand même au plaisir de vous montrer ça. Ça c'est une photo qui est prise par un photographe de la Paramount en 1940 et qui s'est amusé sur une photo à mettre tout ce qui est interdit dans le code. Donc on voit qu'il y a un policier qui est mort, il y a Tommy Gun, c'est-à-dire la Kalachnikov de l'époque, si vous voulez. Il y a l'intérieur d'une cuisse, il y a un décolleté un peu trop plongeant, il y a un pistolet pointé sur un militaire, il y a de la boisson, il y a des cartes, il y a des narcotiques, etc. Il y a tout ce qu'il ne faut pas dans le cinéma. Alors ce que je vous propose, parce qu'on va... J'ai beaucoup parlé et puis vous devez attendre quand même des extraits. Je vais laisser tomber un certain nombre de choses là que j'avais prévu de vous dire, mais je tiens quand même à vous les dire à un moment. Mais on va voir un autre extrait, deux extraits en fait du même film. Alors, je préviens tout de suite en cabine, sur le premier extrait, on va couper à un moment, parce que l'extrait est assez long, et on va couper, je vous dirais de le couper, si ça ne vous gêne pas, et on commencera après par le deuxième extrait. J'ai choisi de prendre un film qui n'est pas dans la liste des Forbidden Hollywood, justement pour vous montrer à la fois que ces questions peuvent se retrouver dans des films où c'est moins évident.
dans un certain nombre de films que vous avez, je sais pas, La Belle de Saïgon, bon, il y a très clairement un adultère, même si, encore une fois, très clairement un adultère pour vous et moi, qui sommes des grands. Hein. Vous montrez ça à un enfant de 10 ans, je ne suis pas sûr. Bon, il se bécote dans un coin, mais rien n'indique. Hein, on ne les voit pas au lit ensemble, les protagonistes, si vous voulez, d'accord. Hein, donc, c'est parce que vous avez l'esprit mal tourné que vous pensez qu'il y a un adultère. Donc je ne sais plus pourquoi je disais. Oui, alors, ce que je vais vous montrer, c'est Carioca, film de 1932, Flying Down to Rio. Premier film où sont réunis Ginger Rogers et Fred Astaire. Le premier extrait, pourquoi je vous montre ça? C'est parce que on trouve justement à l'issue, c'est pour revenir un peu sur ce que je vous disais tout à l'heure sur l'historiographie de cette période. On trouve des sites, certains qui sont très bien faits. Je vous conseille par exemple un site qui s'appelle precode.com, qui est très très bien fait, tout à fait intéressant. Et on trouve dans ces sites, systématiquement, sur les films, on va aller chercher le moindre petite chose qui fait que ça pourrait être précode. Et là, justement, sur ce film, je vous montre deux choses qui ont été pointées comme ça. C'est, à mon avis, un peu discutable. Alors, le premier extrait, on va le voir, c'est le début de la grande danse qui a donné son titre au titre français, la Carioca. Mais on va couper à la fin parce que ça dure très longtemps. Donc l'extrait numéro 2. Encore une fois, c'est un numéro superbe, mais qui dure très, très longtemps. Bon, vous voyez, là, il y a effectivement, là encore, hein, pourquoi elle gifle son cavalier? Bon, c'est à vous de décider de ce qui se sont transmis par télépathie. On va tout de suite montrer le deuxième extrait de Carioca. C'est vraiment sur la fin, c'est un grand numéro. Moi, je ne précise pas énormément, mais qui est un des grands numéros assez connus de la comédie musicale de cette époque-là, qui sont sur les avions. Je vous laisse regarder ça. J'ai juste coupé un petit morceau. Et je vous expliquerai après pourquoi certains trouvent que c'est précode. Alors, vous voyez pourquoi c'est précode pour certains? Parce que les danseuses, certaines, ont des corsages très transparents qui fait qu'on voit leurs seins. Et puis quand elles sont déshabillées, elles sont quasi nues. Enfin bon, la caméra s'éloigne quand même assez à l'époque. Donc vous voyez, c'est assez toujours très problématique quand on prend ce genre de film et qu'on essaye absolument de tirer quelque chose. Je vais vous montrer, par contre, alors je préviens tout de suite la cabine, on ne va pas montrer l'extrait numéro 4. Si on a le temps, on le verra après. On va passer tout de suite à l'extrait numéro 5. L'extrait numéro 5, c'est une autre comédie musicale. Mais alors là, ça va être des comédies musicales qui vont bosser beaucoup plus de problèmes à la censure, en tout cas aux organismes qui travaillent à ce moment-là. Encore une fois, hein, elle existe. Et il y a des discussions entre les majors et cet organisme pour savoir ce qu'on a le droit de montrer ou pas. Ces comédies musicales, ça va être toute une série de comédies musicales qui sont faites dans les années 30, notamment en 1933, avec Busby Berkeley à la manœuvre pour ce qui est de la chorégraphie, et qui sont pour la plupart des comédies musicales qu'on appelait des backstage comedies, c'est-à-dire qui se passent dans les coulisses d'un théâtre, où on voit toute une troupe qui est en train de répéter un spectacle, et en général, le film finit par
l'enchaînement des numéros musicaux. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Prologue, un film moi, que j'adore, ne serait-ce que parce qu'on voit James Cagney danser. Ce film, pratiquement, il n'y a aucun numéro musical, sauf quelques petits au début. Et puis, à la fin, ça finit par 3 numéros musicaux qui s'enchaînent les uns après les autres, parce que c'est le spectacle qu'on a fabriqué en fait pendant tout le film. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un extrait de 42e rue. Là aussi, donc, on est sur cette idée. C'est un metteur en scène qui cherche les idées pour faire un musical de plus. Il est un peu à court d'idées en quelque sorte. Le spectacle est financé par un banquier qui en fait cherche à y placer sa petite amie. Cette petite amie va se blesser et ça va être la jeune fille qui débute, jouée par Ruby Keeler, que vous allez voir à l'écran, qui va finalement prendre la place et devenir instantanément une grande vedette en réussissant évidemment tout ce numéro. Je vous montre cet extrait parce qu'il est intéressant. Alors il y a là aussi en 2 parties. Premier extrait, on voit Ruby Keeler qui va répéter un numéro. 2 choses à remarquer, à la fois dans le dialogue, quelque chose qui... alors en anglais, c'est... mais on peut le faire en français. Hein, c'est... au lieu de dire je vais lui faire montrer les pas, c'est pas très français, mais voilà, le dialogue est coupé à je vais me la faire, quoi, grosso modo, hein, c'est grosso modo ça. Et le pianiste dit oui, bah, t'as le droit d'essayer, c'est ton problème. Et deuxième chose que remarquer, c'est le short de Ruby Keeler. Ça, c'est quelque chose qu'on ne verra plus après. Ça, c'est quelque chose que les censeurs vont absolument empêcher. Ensuite, l'extrait vous montre une deuxième scène qui est une scène de répétition, qui est intéressante parce que on voit que c'est du travail et que, comme tout travail, ça peut être assez embêtant, assez lassant. Hein, on n'a pas forcément envie de le faire. Et vous voyez qu'il y a aussi, vous allez voir que dans cette scène, il y a aussi des allusions sexuelles, tout ça, qui est lié à ce type de backstage comédie, hein, où on a des jeunes gens, des jeunes filles qui sont au même endroit en train de travailler, voilà. Et souvent en petite tenue parce que c'est de la danse, etc. Ça, c'est effectivement une question qui va se poser, c'est comment on va réguler ça par la suite. On va voir cet extrait donc, de 42e rue. Vous avez peut-être reconnu Ginger Rogers dans celle qui a le monocle, qui n'est donc pas encore vedette à l'époque. Ces films-là, je vous ai dit, des films de Busby Berkeley, c'est aussi... je ne vais pas tout vous montrer, mais les caméras qui passent entre les jambes des jeunes femmes, etc. Ça aussi, les censeurs vont ensuite expliquer à Busby Berkeley qu'il y a d'autres plans à faire que ce type de plan. L'époque est aussi une époque où les studios réagissent très vite. Le musical, et notamment les backstage musicals, ça va flamber en 33-34, ça va s'arrêter ensuite. Un peu avant, on a fait un cycle de films très violents sur des gangsters. Scarface, dont je vous ai parlé en 1932, L'ennemi public, par exemple. Les studios sont assez agiles à l'époque encore. Ils ne sont pas encore trop lourds dans leur mise en place de films. Et donc, ils sont capables de réagir très vite à ce que fait le voisin.
Hein, quand le voisin a un succès sur un type de film, ils sont capables de très vite mettre en chantier un film qui va répondre à ça. Ce qui fait qu'on a à l'époque, on a donc ces comédies musicales, on a le cycle des films de gangsters, mais qui va s'arrêter finalement assez vite. Et puis on va avoir le troisième cycle dont je vais vous parler après, qui sera plutôt le cycle sur les femmes déchues, dont on a vu déjà un exemple dans le premier extrait que je vous ai montré, Babyface. Là, je vais vous montrer donc l'extrait numéro 6, un extrait de L'ennemi public de William Wellman, un film de 1931, là aussi avec James Cagney. James Cagney est aussi une des grandes vedettes de cette période et de la suite. Trois scènes qui montrent d'abord, la violence faite aux femmes. C'est dans ce film, là, vous n'allez pas le voir, mais c'est dans ce film que James Cagney écrase un pamplemousse sur la tête de sa partenaire. Là, il se contente de lui mettre une claque, entre guillemets. La violence entre les gangsters. Et puis vous allez voir la fin. Même si la fin, vous allez le voir, c'est suggéré. C'est d'une grande violence, mais ça reste suggéré. Encore une fois, enfin, ça je ne vous l'avais pas dit, mais les réalisateurs de l'époque ne sont pas forcément contre ça. On dit souvent, par exemple, que Lubitsch faisait des films du code avant le code. Hein. Les réalisateurs, ils savent très bien aussi que ne pas montrer la violence peut parfois être encore plus violent. Et là, William Wellman, là, il montre cet exemple dans Public Enemy. Donc c'est un film, encore une fois, de 1931, et c'est l'extrait numéro 6. Grande discussion, évidemment, à l'époque sur ce qui est acceptable ou non dans ce type de film, et notamment, souvent, imposition par les autorités de censure, si vous voulez, pour aller rapidement, imposition d'une fin morale. Alors, soit que... enfin, il faut que la justice gagne à la fin, et ça, dès avant 1934. Hein, encore une fois, dans cette période-là, sur le film dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, sur Babyface, dans la version initiale, elle se marie donc avec le patron de la banque. C'est le crash de la banque est en faillite. Il lui demande de rendre tous les cadeaux qu'il lui a faits pour pouvoir renflouer la banque. Elle refuse et elle l'abandonne et elle part avec son magot et lui il se suicide, etc. Dans la version qui est diffusée, ils finissent, elle en femme au foyer et lui en travaillant dans une usine sidérurgique en Pennsylvanie. Donc tout est pour le mieux. Hein. Encore une fois, cette imposition, elle se fait déjà à l'époque. Je vais vous montrer un autre extrait. Alors cette fois-ci, donc, on va revenir un peu sur ce cycle des femmes, en quelque sorte, sur à nouveau John Blondell et James Cagney. C'est un film de Roy Del Ruth de 1931, aussi un film Warner. Blonde Crazy. C'est l'histoire d'un groom au départ. Voilà, Blonde Crazy, l'histoire d'un groom et d'une lingère d'un hôtel. Lui, il vit un peu d'expédients, de petites combines, etc. Il la met un peu dans le jeu. Ils vont ça monter l'échelle sociale en s'alliant d'abord avec un gangster local et puis en montant un peu. Elle est amoureuse de lui. Elle est souvent amoureuse de lui, Blondell, sans que lui s'en aperçoive. Hein. Ils ont joué 6 films ensemble, Cagney et Blondell. L'extrait que je vous montre
est assez intéressant. Alors, il est aussi intéressant à mettre en regard avec à nouveau une photo d'exploitation. Vous voyez, cette photo d'exploitation, là encore, à mettre dans les halls mais elle n'est pas dans le film, vous allez voir. Qui est d'ailleurs, j'aime bien la rapprocher à ça, cette photo de la maison démontable de Malek, en 1920, Buster Keaton. Cette fois-ci, c'est dans le film, sauf qu'il y a une main qui vient cacher au moment fatidique. Bon, c'était juste pour vous montrer. On va montrer l'extrait numéro 7, donc, de Blonde Crazy. Donc, à la fois comparé avec la photo d'exploitation, et puis, vous voyez évidemment, vous allez voir aussi quelque chose qui va être banni par la suite. Là aussi, très clairement, c'est Cagney qui va jouer avec des sous-vêtements féminins. Bon, ça, effectivement, c'est un exemple de choses qu'on ne va plus revoir. Ça, vous n'allez plus revoir jusqu'aux années 60 d'acteurs qui jouent avec les sous-vêtements féminins comme ça. On va, parce que le temps court, je voulais vous montrer éventuellement Marlène Dietrich, qui n'est pas, par exemple, vous voyez, dans ce truc Forbidden Hollywood, mais qui, par contre, correspond bien aussi à cette période. Les films de Dietrich, notamment les films qu'elle fait avec Von Sternberg, que ce soit Morocco ou que ce soit Blonde Vénus, par exemple, sont des films qui vont être discutés. Blonde Vénus, entre le moment où on dépose le scénario et le moment où on a l'autorisation de tournage, il se passe 1 an. 1 an où il va falloir discuter avec le code, le bureau du code, pour savoir ce qui est acceptable ou pas. Grosso modo, un Blonde Vénus, ça raconte l'histoire d'une jeune Allemande actrice qui rencontre un Américain, qui va ensuite avoir un enfant de lui. Ils se marient, ils ont un enfant, ils vont vivre à New York. Lui devient malade, il est malade parce qu'il a manipulé du radium, il a besoin d'argent pour être opéré, être soigné. Elle reprend finalement son métier d'actrice. C'est la fameuse scène, mais je n'ai pas le temps de vous le montrer, la fameuse scène où elle est en gorille qui se déshabille et elle apparaît toute blonde ensuite. Et dans la foulée, en fait, elle est séduite, enfin, elle est séduite, elle séduit en même temps un riche millionnaire joué par Cary Grant qui lui signe un chèque. Très clairement, on voit à la fin de la scène, il signe un chèque alors qu'ils ont parlé de services à rendre, etc. Bon. Donc, elle perd ensuite la garde de lui, il est guéri. C'est Herbert Marshall qui joue le mari, il est guéri. Et il revient, elle perd la garde de son enfant. Elle part à Paris, elle a à nouveau vedette à Paris. Elle re-rencontre Cary Grant, ils décident de se marier. Mais finalement, et ça c'est vraiment ce qui a été imposé à Sternberg et à Dietrich, ils reviennent à New York tous les deux. Elle veut quand même revoir son enfant, et quand elle revoit son enfant, évidemment, elle ne peut pas ne pas rester avec son enfant et avec son mari légitime pour fonder un vrai foyer. Et ça finit où elle chantonne une berceuse allemande auprès du berceau de son enfant. Donc ça finit très bien, vous voyez, malgré en fait qu'elle se soit prostituée très clairement au départ. Dernier point, parce que l'heure tourne et j'ai été trop bavard. Dernier point qui va être aussi, alors là aussi c'est pas dans le programme Forbidden Hollywood parce que je pense qu'ils n'avaient pas les droits tout simplement. C'est toute la problématique qui va être celle de Mae West. Notre problématique, ce sera pour une autre fois, c'est les Marx Brothers à l'époque. Mais la problématique de Mae West. Mae West, c'est une grande vedette du music hall. Elle fait des entrées pas possibles à Broadway et ça fait quelques années qu'on sait qu'elle va venir à Hollywood.
Le bureau du code déconseille absolument à toutes les majors de l'engager. Hein. C'est vraiment, non, non, on ne veut pas d'elle. Finalement, la Paramount l'engage. Et elle va faire une série de films. Là, le deuxième dont je vais vous montrer un extrait, c'est Je ne suis pas un ange, qui est le deuxième qu'elle fait, qui est scénario, dialogue, tout est de Mae West dedans, y compris évidemment sa gestuelle et sa présence. Et là, on a un gros problème avec Mae West, c'est qu'elle est intenable. Elle est intenable physiquement et dans son dialogue. Donc je vais vous montrer les deux extraits. On va essayer de passer peut-être les deux extraits à la suite, le numéro 11 et le numéro 12. Je suis désolé de ne pas avoir prévenu la cabine avant. C'est Je ne suis pas un ange, donc pour les deux. Là aussi, il y a une négociation. Par exemple, à un moment, il y a une chanson qu'elle met. Alors, on voit qu'elle a un disque pour toutes les villes des États-Unis. Et là, elle est entreprise par un riche monsieur qui vient de Dallas. Donc, elle va lui passer un disque qui, dans la version définitive, celle qu'on voit, le titre, c'est « Nobody loves me like a Dallas man ». Personne ne m'aime autant qu'un homme de Dallas. Dans l'original, c'est « Nobody does it like a Dallas man ». Personne ne le fait mieux qu'un homme de Dallas. Vous voyez la différence quand même. Mais là, encore une fois, là, Mae West, elle n'a pas eu gain de cause. Elle a été forcée de passer par les fourches de Codine de la censure. J'espère qu'on peut voir les deux extraits. Oui. Vous voyez qu'elle peut difficilement être atténuée. Hein. On peut atténuer un certain nombre de choses, mais pas sa gestuelle. Je ne sais pas si on peut regarder tout de suite le deuxième extrait, parce que là, c'est toujours le même film, mais c'est tout ce qui est glissé dans le dialogue, encore une fois, qui est de Mae West, hein, elle reprend d'ailleurs de ses pièces de théâtre à Broadway. Je crois qu'il va falloir conclure, alors que je voulais encore vous montrer pas mal de choses. Mais si je essayais de résumer un peu, on est dans une période, donc encore une fois, comme je l'ai dit au début, d'entre-deux codes. Le code, il a déjà été mis en place en 1930. Les instances luttent pied à pied avec les majors pour changer un certain nombre de choses, pour atténuer un certain nombre de choses. Le code, et disons que le bureau qui s'en occupe n'est pas encore suffisamment puissant en fait pour imposer constamment tout, et donc parfois il y a des discussions. Il y a des choses qui passent encore à l'époque qui ne passeront plus. La tenue de Ruby Killer, par exemple, un certain nombre de blagues ou de violences, par exemple, dans les films de gangsters, qui vont effectivement être atténuées par la suite. Mais attention, quand on parle de ces films du pré-code, et c'est pour ça aussi que j'ai commencé par vous montrer Carioca en disant, voilà, on essaye des fois de raccrocher des films au pré-code. Quand on parle de ces films du pré-code, c'est-à-dire ce cycle de gangsters, ce cycle un peu des femmes déchues, là, les films de Mae West, à la limite aussi les films des Marx Brothers et quelques autres, on est à 2% de la production hollywoodienne de l'époque. Tout le reste, c'est une production qui se passe parfaitement bien, sans discussion, avec des gens qui sont tout à fait contents de faire les films qu'ils font, qui ne cherchent pas à faire passer des choses comme on a pu le croire, hein, qui font, par exemple, je sais pas,
The Big Trail avec John Wayne, c'est un film qui date exactement de cette époque. Et alors là, il faudrait vraiment que tu aies un très très pointu pour aller chercher la moindre trace de précode dans un film pareil, par exemple. On va s'arrêter là. Merci.